une question. Voilà, l'idée, c'est que ce soit très convivial, que chacun pose les questions qu'il veut. Donc, j'ai juste remis un peu le petit thème qu'on avait mis pour vous expliquer ce que c'était. C'est-à-dire vraiment, on a depuis quelques années fait des découvertes incroyables sur la santé qui vont nous permettre de faire une espèce de cohérence sur tout ce qui se passe à l'extérieur. Quelquefois, ce n'est pas intuitif du tout. Vous verrez, je vais vous donner des exemples qui ne sont pas du tout intuitifs et qui vont nous permettre de faire des liens aussi avec le concept de une seule santé. Une seule santé, c'est quelque chose que vous connaissez aussi. Vous savez ce que ça veut dire, une seule santé? Non. C'est comment notre santé est liée à la santé animale et la santé environnementale. C'est que nous sommes, en fait, on fait partie d'un grand tout. Et l'homme a malheureusement un peu trop souvent tendance à se mettre au-dessus de la pyramide, alors qu'il ne doit pas forcément s'y mettre. Et puis, ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin du topo, qui, je ne vous le cache pas, risque de plomber le moral de certaines personnes, on puisse quand même voir ensemble comment on peut, peut-être de façon pratico-pratique, mettre en application des propositions pour qu'on aille mieux. Voilà. Alors, je n'ai aucun conflit d'intérêt pour cette présentation et je vais commencer à vous faire peut-être travailler, si vous voulez bien, quelques petites questions pour voir ce que vous en pensez. Première question, on a souvent l'idée que nos parents nous transmettent notre santé. Alors, à votre avis, quelle est la part génétique de notre santé, en sachant que les chiffres peuvent avoir varié un peu au cours du temps, hein. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est admis? La part génétique, c'est quoi? Plutôt 10%, 30%, 60-70%? 10. Bon, tout le monde a l'air à peu près d'accord, effectivement, c'est plutôt 10%. Il y en avait qui pensaient 30. Hein. Je ne montre pas du doigt, je n'interroge pas. Ce qu'on mange influence-t-il le risque de dépression? Oui. Tout le monde est d'accord. Ce qu'on respire peut-il favoriser les rhumatismes inflammatoires chroniques? Oui. Bien. Vous interrogerez après. Les PUT, c'est quoi les PUT? Les produits ultra transformés. Avant, on appelait ça les aliments ultra transformés, AUT, mais comme les gens se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'aliments dans ces trucs-là, donc maintenant, on appelle ça des PUT. D'accord? Donc, les produits ultra transformés représentent quelle part de l'alimentation des adolescents? Beaucoup. En Occident, les adolescents 30%. 60. Vous savez tout, hein, déjà. Hein, 60%. Super. Les pesticides sont-ils responsables de l'augmentation des cancers du pancréas, oui ou non, en France? Oui. Oui, en partie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous avez entendu dire qui pouvait être responsable des cancers du pancréas en France? Oui, mais quoi dans l'alimentation? Les produits ultra transformés. Éventuellement, mais surtout, on a aussi pas mal parlé. Le sucre. Les engrais, ça vous parle? Cadmium, vous avez entendu ça? Il y a pas mal de documentaires là-dessus qui sont très intéressants. Et donc, comme nous, Français, on a une filière d'entrants qui sont d'origine marocaine et que là-bas, et dans les carrières, il y a beaucoup, beaucoup de cadmium. C'est pour ça que nous, Français, nous avons malheureusement cette particularité d'avoir l'augmentation des cancers du pancréas. La qualité de l'eau, elle vous préoccupe? Oui. Pourquoi? Parce qu'il vous fait peur? 80% de notre 80% de notre corps. Composé d'eau. Bon, vous savez quand même déjà beaucoup de choses, hein, bravo. Alors, l'exposome, la définition, je ne sais pas si tout le monde voit bien, il n'y a pas trop de reflets dans les fenêtres, c'est bon, oui, bien. La définition en a été donnée, fabriquée par quelqu'un qui s'appelle Christopher Wilde, qui s'occupait en fait du centre anti-cancer des États-Unis, qui s'en occupe plus maintenant, mais il n'y a pas si longtemps ça qu'il a arrêté, et qui donc a défini ça comme la totalité des expositions auxquelles un individu est soumis depuis sa conception, donc ça commence dans le ventre de notre mère, jusqu'à la mort. C'est quelque chose, vous voyez, qui intéresse la chimie, la microbiologie, donc tout ce qu'on a, les virus, etc., physique, les ondes, par exemple, récréatif, nos loisirs, les médicaments, notre style de vie, l'alimentation, et aussi, et beaucoup, les événements psychosociaux. Hein, comment tout ça, Alors, bon, j'essaye de ne pas trop favoriser, comme on disait tout à l'heure avec monsieur l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que ChatGPT vous fait quand même des petites images assez sympas de temps en temps. Et donc là, vous voyez comment l'exposome plutôt positif peut être représenté de ce côté-là,
Et quand même, l'exposome plutôt négatif peut être représenté de ce côté-là. Donc, c'est des choses que vous avez déjà en tête. Alors, vous verrez des définitions de l'exposome qui sont variées. Elles ne sont pas toujours toutes les mêmes. J'ai mis celle-ci parce qu'on la voit souvent dans la littérature. On peut séparer l'exposome en plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle les écosystèmes. C'est quoi l'écosystème? Eh bien, c'est en fait là où on habite. Est-ce que c'est en environnement urbain? Est-ce qu'il y a beaucoup de végétalisation? Est-ce qu'il y a des espaces bleus? Est-ce qu'on peut marcher, etc. Il y a notre mode de vie. Et on verra que notre mode de vie, c'est quand même vraisemblablement ce qui est le plus important dans cette histoire. Est-ce qu'on fait de l'activité physique? Comment on dort? Comment on s'alimente? Comment on s'expose à des toxiques? Tabac, alcool. Je ne vais pas beaucoup parler ce soir de tabac et alcool parce que pour moi, c'est acquis. Tout le monde sait que tabac et l'alcool, c'est pas bon. Hein. Donc, on va essayer de s'intéresser au reste, ce qu'on connaît un petit peu moins bien, les drogues. Après, vous avez ce qu'on appelle un exposome social. L'exposome social, c'est toutes les inégalités. C'est clair que quelqu'un qui habite, vous parliez des moulins où vous avez été hier, hein, qui habite au moulin, il n'a pas forcément la même qualité de vie que quelqu'un qui habite assigné dans un appartement avec tout ce qu'il faut. Donc, c'est les revenus, c'est l'insécurité, les inégalités, le capital culturel, le stress. Donc, tout ça, c'est important. Et puis après, il y a un exposome auquel, finalement, plus ou moins, on est tous soumis, qui est un exposome physique externe, qui concerne le climat, vous savez qu'il est en train de changer, la température extérieure, l'humidité, les allergènes, la pollution de l'eau, de l'air, visuelle, auditive, toutes ces pollutions. Et on retrouve les perturbateurs endocriniens, les aliments ultra-transformés, les pesticides. Voilà, tout ça, c'est aujourd'hui ce qui concerne un petit peu notre exposome. Il y a effectivement d'autres définitions, je vous ai juste mis celle-là pour que vous la trouviez un peu. Il y a aussi des gens qui parlent d'exposome interne. C'est quoi l'exposome interne? C'est comment nous, personnes individuelles, nous réagissons à cet exposome externe. C'est-à-dire on peut avoir une constitution costaud qui nous protège. On peut avoir un HLA particulier qui fait que chez nous, l'exposition, elle ne va pas donner grand-chose. Donc ça dépend de nos hormones, de nos métabolismes enzymatiques, d'un certain nombre de choses. Et puis, il y a l'exposome, bon, je l'ai dit ça externe, général, ça je vous l'ai déjà dit. C'était juste pour vous parler un petit peu de l'exposome interne. Alors, ce qui est problématique avec l'exposome et en même temps passionnant, c'est que c'est quelque chose de très complexe et dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je viens au monde, j'habite peut-être dans un certain pays avec un environnement familial. Et puis, mes parents vont déménager. Je vais aller dans une autre culture, dans un autre climat, dans une autre localité. Puis après, je vais aller faire mes études. Je vais encore avoir d'autres expositions. Je vais être un étudiant pauvre, donc je vais manger n'importe quoi. Après, je vais être une femme divorcée, donc je vais courir après l'argent. Donc, en fait, notre exposome, vous voyez qu'il varie tout au long de notre vie. Et la difficulté, c'est de pouvoir savoir à quoi va être rapportée une problématique de santé. Donc, c'est comme ça un petit peu que c'est imagé sur cette figure. Vous voyez que, par exemple, toutes les petites boules, ça peut être des éléments de l'environnement. Donc, par exemple, le bruit du trafic, les PFAS, les métaux lourds, les phtalates, les pesticides. Et tout ça, ça peut intervenir à un certain moment de la vie. À quel moment est-ce que ça va avoir une action sur notre santé? Ce n'est pas toujours très facile à déterminer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence à connaître l'exposome, mais pas encore très très bien à l'explorer, à le documenter, à le mesurer. Hein. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de la transition épidémiologique? C'est souvent des mots qu'on utilise. C'est quoi la transition épidémiologique? En fait, c'est cette notion qu'il y a quelques années, on va se mettre en 1940, 1950, la plupart des gens sur la planète mouraient de maladies infectieuses. Peut-être plus au début du siècle, en pays occidental. Les maladies infectieuses, les méningites, les diarrhées, la tuberculose, bon, bref. Donc tout ça, c'était quand même la grande cause de mortalité au niveau de la planète. Et puis, grâce notamment aux infectiologues, et grâce à la découverte des antibiotiques, l'hygiène, les vaccins, eh bien, cette mortalité de maladies infectieuses, il semble qu'elle ait quand même beaucoup baissé dans les pays occidentaux. Donc, c'est un petit peu cette courbe qui est comme ça. Comme nous sommes mortels, bien mourir de quelque chose, on voit qu'en fait, les causes aujourd'hui de mortalité, c'est ce qu'on appelle les LCD, Non-Communicable Disease, ça veut dire des maladies théoriquement non transmissibles, non contagieuses. Des maladies chroniques, cancer, des maladies inflammatoires, cardiovasculaires, enfin tout ce qui est aujourd'hui à l'origine de notre mort. Est-ce que ça vous paraît vrai, ça? Moi, j'ai présenté ça pendant longtemps, enfin pendant longtemps, mais quelques années que j'ai commencé à parler d'exposome, mais... Eh bien, oui et non.
L'épidémie de maladies chroniques, effectivement, aujourd'hui, c'est 71% des décès dans le monde. Ça, jusque-là, on est d'accord. Ce qui n'est peut-être pas vrai, c'est que la mortalité par maladie infectieuse, il est fort probable qu'elle remonte. Très probable qu'elle remonte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a la résistance aux antibiotiques. Donc nous, on est encore un petit peu protégés, mais dans énormément de continents asiatiques, notamment africains, la résistance est tellement importante qu'il y a une morbimortalité qui devient de plus en plus importante de la résistance bactérienne. Et l'autre cause, c'est que nos modes de vie, sur lesquels on reviendra, facilitent les pandémies virales. Pandémie virale, la dernière, c'est la Covid. Il n'y a pas si longtemps que ça, avant, c'était le VIH. Voilà. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas trop de médicaments, les virus. On n'a pas énormément de choses. Et donc, vraisemblablement, que la mortalité par maladie infectieuse va revenir. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, les non-communicable diseases, figurez-vous qu'elles sont communicable. Elles sont en fait communicables par le mécanisme qu'on appelle épigénétique. C'est-à-dire, ce n'est pas notre génétique qui va être à l'occasion de ça, mais c'est la transmission épigénétique. Je reparlerai de l'épigénétique dans quelques minutes. Donc voilà, c'est un peu intéressant de voir que l'exposome, il varie au cours du temps. Ce n'est pas fixé, ça dépend un peu de notre société. Alors, cette histoire de savoir comment l'environnement impacte sur notre santé, c'est quand même pas d'hier. Il ne faut pas dire que l'exposome, c'est un truc qui est sorti du chapeau comme ça par M. Wild en 2005. Jusqu'en 91, par exemple, en 91, on appelait ça plutôt les déterminants de santé, que sûrement vous connaissez très bien. Et on voit bien qu'il y avait beaucoup de choses qui impactaient sur la santé. Alors, des choses sur lesquelles on ne peut pas grand-chose, son sexe, son hérédité. Et puis après, l'alimentation, l'éducation, le travail, tous ces éléments-là qu'on va retrouver un petit peu dans notre exposome. Il y a quand même une énorme différence. Est-ce que vous la comprenez déjà, l'énorme différence entre déterminants de santé et ce que je vous ai montré sur l'exposome? Si vous trouvez, c'est que vous êtes très très fort. Les interactions entre elles, oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi. Et ce qui est le plus important, c'est qu'on a compris que toutes les maladies, ou la plupart des maladies, elles se développaient in utero. En fait, là, c'est ça qui a en fait été très important, c'est les maladies chroniques, elles se développent déjà quand on est dans le ventre de ma maman. Le concept s'appelle DOAD, Developmental Origins of Health and Disease, c'est-à-dire comment, en tant que fœtus, on est déjà en capacité finalement de savoir plus ou moins si on sera en bonne santé ou malade. À quoi c'est dû? L'exposome de la maman, qui est très varié, elle est en plus exposée à des perturbateurs endocriniens, ça agit sur son microbiome, je reverrai là-dessus, je vous redonnerai des détails. Tout ça agit via l'épigénétique et ça occasionne, on va faire ça un petit peu plus rapidement, des impacts sur la santé qui sont d'autant plus importants qu'ils arrivent à des moments de vulnérabilité de l'organisme, et la grossesse en est un. La petite enfance en est un aussi. Donc, quand on est une maman enceinte, eh bien, vraiment, son enfant, on peut l'exposer à des choses, même si on n'en a pas tellement envie, et ça peut favoriser le risque de maladie de la progéniture. Donc, c'est ça, en fait, ce que vraiment le concept d'exposome a apporté, c'est cette notion de développement vraiment environnemental de la maladie pendant qu'on est fœtus. Si on fait une synthèse de ce que je vous ai dit, déjà, vous pouvez quand même avoir l'impression qu'il y a des choses plutôt sympathiques, puisque les gènes, on n'y peut pas grand-chose, ce qui veut dire que peut-être que l'environnement, on y peut un peu plus. Peut-être qu'effectivement, notre santé, c'est 50% nos comportements, 20% l'environnement, donc là, la génétique, 10, 20, voilà. L'accès aux soins aussi, et donc on pourrait se dire qu'on peut potentiellement agir sur 70% de notre santé. Alors, c'est un peu schématique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en capacité d'agir, elles n'ont pas les moyens d'agir. D'abord, elles ne savent pas, ensuite, elles n'ont pas les moyens financiers. Donc, c'est pour ça que je me méfie toujours un peu de dire on peut agir sur ces déterminants de santé. Et puis, je ne suis pas trop d'accord avec comportement et environnement. Parce que pour moi, le comportement dépend beaucoup de l'environnement. C'est ce qu'on disait avec monsieur tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous êtes dans une ville où vous avez tout le temps de la publicité pour de la nourriture ultra transformée ou de l'alcool, bien évidemment que votre comportement, il n'est pas libre. D'ailleurs, nous ne sommes absolument pas libres, personne. Donc, c'est très important d'avoir un petit peu ça à l'esprit, c'est que si on avait la possibilité d'avoir des comportements libres, vraisemblablement qu'on serait plus maître de notre santé. Alors, maintenant, on va essayer d'expliquer un petit peu comment s'installent les maladies, comment ça se passe dans un organisme, quels sont les gros déterminants de notre bonne santé. Et tout commence, là encore, avec de l'infectiologie.
avec ce qu'on appelle notre microbiote. Bon, aujourd'hui, tout le monde connaît le microbiote. Hein. Donc, vous avez énormément de bactéries, de virus, de champignons. Vous savez, ce n'est pas la peine que je vous le répète, 10 fois plus que de cellules, des gènes bactériens beaucoup plus fréquents que nos gènes, nombreux que nos gènes. Bon, tout ça, vous avez bien compris. Nous sommes des êtres symbiotiques. Moi, je suis infectiologue, je passe ma vie à expliquer à mes patientes que les bactéries sont nos amis et que donc, sans elles, on ne peut rien faire, qu'il n'y a que quelques déviants, hein, c'est comme en politique, voilà, la plupart d'entre elles sont bénéfiques. Donc, on vit un état de symbiose et il faut protéger notre microbiote. Un microbiote protégé, c'est le garant d'une bonne santé. Et pour qu'il soit protégé, il faut qu'il soit varié, il faut qu'il soit multiple. Donc, il y a plein de choses aujourd'hui dont on sait que ce n'est plus le cas de notre microbiote qui devient de plus en plus pauvre, de plus en plus restreint en termes de... Une fois qu'on a parlé du microbiote, eh bien, il faut regarder qu'il y a plein de choses qui vont agir sur ce microbiote. La première chose, c'est l'épigénétique. C'est quoi l'épigénétique? Eh bien, c'est justement tous ces facteurs extérieurs à nos gènes qui vont permettre qu'un gène s'exprime ou pas. Je vais vous donner un exemple que vous allez tous comprendre. Comment elle s'appelle déjà cette belle femme, la femme de Brad Pitt? Angelina Jolie. Angelina Jolie, vous savez, elle avait un marqueur génétique de cancer du sein. Sa maman avait un cancer du sein, elle était morte de cancer du sein. Bon, bref. Angelina Jolie a vu qu'elle avait le marqueur du cancer du sein. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé, de façon très courageuse, de se faire enlever les 2 seins. C'est quand même pas facile. Donc là, elle a permis, d'une certaine façon, que le gène dont elle était porteuse ne s'exprime pas, puisqu'elle a enlevé les récepteurs. De la même façon, si on met nos gènes en regard de choses qui peuvent augmenter l'expression des gènes, donc c'est là qu'on peut être malade. Mais si on peut éviter l'expression des gènes, on peut garder une bonne santé. Donc l'épigénétique, c'est comment l'extérieur va vous permettre d'exprimer ou de ne pas exprimer vos gènes. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Cette épigénétique peut agir de différentes façons, je ne vais pas rentrer dans les détails, soit il y a un super enroulement autour des histones, soit il y a des petits ARN messagers, soit il y a de la méthylation, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Un autre élément qui est majeur et souvent méconnu des médecins, c'est pourtant un prix Nobel de médecine en 1977, Roger Guillemin, franco-canadien, qui a trouvé l'axe psycho-neuro-hormono-immunologique. Qu'est-ce que c'est que cet axe absolument magnifique? C'est comment nos émotions agissent sur nos sécrétions d'hormones et agissent sur notre immunité. Donc, il y a des phrases, par exemple, que les médecins disent souvent aux patientes, parce qu'il y a quand même beaucoup de misogynie. Madame, c'est dans votre tête. Tout ce qu'on fait au cours de notre vie, c'est dans notre tête, puisque par définition, nous sommes des êtres avec des émotions. Donc forcément, l'émotion, elle retentit sur notre corps. Vous connaissez tous des gens qui ont été quittés par leur mari, qui ont eu un accident de leurs enfants, et 1 an après ou 6 mois après, ils développent une maladie chronique, une maladie grave, un cancer. Tout le monde sait ça très bien. Sauf qu'on n'arrive pas toujours à l'appréhender quand on voit un patient et à l'aider pour faire le lien entre ce qui s'est passé comme stress et puis sa maladie. Le troisième élément qu'il faut comprendre, c'est que cette épigénétique et cet axe psycho-immunologique, ils vont fabriquer dans notre corps ce qu'on appelle une inflammation de bas grade. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans un organe, celui qui pourront... Vous préférez avec ou ça? Oui, Simplement pour faciliter, parce que c'est l'environnement, c'est pour savoir si on est influencé ou pas. D'accord. Donc, en fait, l'inflammation de bas grade, c'est comment tous ces éléments-là vont choisir dans le corps d'un patient un organe, peut-être parce que chez lui, il aura été, par exemple, exposé aussi par voie professionnelle ou quoi que ce soit, pour commencer à mettre en place une inflammation. Et c'est cette inflammation qui, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, va se manifester par un cancer, un infarctus, une maladie chronique ou ce genre de choses. Donc, vous voyez, tout ça se met en place petit à petit dans un organisme en fonction de notre exposome. Et puis, ce qui est particulier à notre époque, bien que depuis très très longtemps, il y a toujours eu des toxiques, il y a toujours eu des intoxications au plomb dans l'Antiquité, que sais-je. Mais aujourd'hui, on a quand même une société hyper toxique. C'est-à-dire qu'on est environné de toxiques. Vous êtes d'accord avec ça? Vous n'êtes pas trop d'accord? Oui. Alors, quels sont les toxiques? Disons que ce qui est un peu particulier, c'est le tsunami chimique qui s'est passé ces dernières années, avec en fait sur le marché une centaine de milliers de nouvelles molécules que notre corps ne connaît absolument pas, qui ont été
mises sur le marché, notamment par les plastiques, par les insecticides, par les pesticides, par les intrants, par les vêtements, par tout ça, les médicaments. Et toutes ces molécules-là, il faut savoir qu'il n'y en a qu'une 500aine qui ont été évaluées pour voir si elles étaient vraiment dangereuses pour l'homme ou pas. Tout le reste, et notamment tous les métabolites, c'est pour ça que c'est la partie immergée de l'iceberg, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, est-ce que c'est un progrès vraiment? C'est cette histoire de tsunami chimique. Est-ce qu'on est content d'avoir du plastique partout? Sûrement que si on interroge les gens, oui. Ils sont contents d'avoir des tas d'objets, des tas de trucs, du numérique, plein de trucs, mais en réalité, c'est quand même un peu problématique. Alors, moi, il y a une femme que je porte au nu, que j'adore, donc je voulais vous la faire rencontrer. Vous connaissez Rachel Carson? Non. Alors, Rachel Carson, vous verrez dans le topo, il y a beaucoup de noms de femmes, parce que dans l'environnement et dans la médecine intégrative, il y a énormément de scientifiques femmes qui ont travaillé. Rachel Carson, c'est une petite Américaine qui est née en 1903, qui a eu la chance de grandir dans un environnement très campagne, très simple, et puis qui s'est rendue compte qu'elle avait du mal à... Pourtant, elle était excellente élève, elle était brillante, mais à l'époque, les femmes n'avaient pas trop accès à des études. Mais quand même, ses parents se sont saignés aux quatre veines pour qu'elle devienne biologiste marine. Et comme elle avait une plume magnifique, parce qu'elle est écrivaine aussi, elle a un style extraordinaire, eh bien, elle a commencé à être connue par des livres comme Under the Sea, etc. Et puis, Rachel Carson, elle a constaté, parce qu'elle était très attentive, très observatrice, qu'après les premiers épandages de DDT qui ont été faits en largue à manu aux États-Unis dans ces années-là, eh bien, il y avait un changement considérable de la nature, et notamment, en quelques années, il n'y avait plus d'oiseaux dans les champs. Il y avait un changement incroyable. Et c'est pour ça qu'elle a écrit, avec énormément de références scientifiques, un travail qui a duré des années, un livre que je vous recommande, qui est absolument extraordinaire de poésie et de science, qui s'appelle Printemps silencieux. Et cette femme, c'est la première qui a mis en place l'écologie, en fait. Hein, c'est, on va dire, la pionnière de l'écologie. En fait, l'histoire du DDT, c'est aussi marrant de signaler là parce que c'est un peu grandeur et décadence. Le DDT, quand il a été mis sur le marché, tout le monde était super content. On va vraiment être débarrassé du palu, de plein de trucs, donc c'était super. Effectivement, ça a quand même fonctionné sur un certain nombre de choses. Et puis, au bout de quelques années, on s'est rendu compte des revers de la médaille, c'est-à-dire que c'était cancérigène, mutagène, reprotoxique, et que ça persistait dans l'environnement. Et petit à petit, des recommandations ont été faites d'arrêter, d'interdire le DDT. Et donc, on est passé du prix Nobel de son inventeur au retrait penaud de la molécule qui fait partie de ce qu'on appelle les 12 salopards, c'est-à-dire les 12 perturbateurs endocriniens les plus puissants et les plus délétères pour la santé. Et je trouve que c'est intéressant de voir un peu ce balancier entre « Oh, c'est génial » et puis finalement, ben, voilà, quelque chose qui n'est pas super. Donc Rachel Carson, c'est la première. Et ensuite, il y a une autre femme. Alors, je suis d'accord, elle n'est pas super féminine, mais à sa décharge, c'est une dame qui a repris ses études après sa retraite et qui a fait un doctorat, qui a fait plein de trucs. Et donc, c'est Madame Theo Colborn. Et Theo Colborn, elle a compris le principe du perturbateur endocrinien. Alors, je vous l'explique un petit peu parce que c'est très important. Avant, Moyen-Âge et tout ça, Paracels nous avait dit, quand on a un toxique, le plomb par exemple, c'est la dose qui fait le poison. C'est-à-dire, plus il y en a, plus je suis malade. Okay, donc, les courbes sont monotones. Et puis, Theo Colborn, à partir d'observations notamment encore d'animaux qui se féminisaient, qui n'arrivaient plus à se reproduire, etc., elle a compris qu'il se passait un truc au niveau des hormones. Et elle a compris que ce n'était pas aussi clair que ce soit monotone. Elle a exprimé que c'était la période d'exposition qui faisait le poison. C'est-à-dire, c'est quand on est petit, enfant, fœtus, puberté, ménopause, etc. Elle a exprimé qu'il y avait un temps entre l'exposition et les effets. Ben, l'exemple clair, c'est le Distilbène. Vous savez qu'on a donné beaucoup aux femmes pour des fausses couches chez leurs filles et leurs petites filles qui ont fait des cancers du vagin. Donc, il y a un temps. Elle a compris l'effet cocktail, c'est-à-dire que quand on ajoute 2 substances toxiques, ben, le résultat, il est encore infiniment plus toxique que 1 plus 1. Elle a compris la relation, en fait, que parfois, c'est une faible dose qui est plus méchante qu'une grosse dose. Donc, c'est compliqué, hein, très, très compliqué. Et elle a compris les effets transgénérationnels qu'on a vus dans l'épigénétique, c'est-à-dire que c'est transmis au moins sur 2 ou 3 générations. C'est pour ça que je vous disais que les maladies, elles sont plus non-communicable, mais elles sont communicable sur 2 ou 3 générations.
Donc, Théo Colborn, notion de perturbateur endocrinien, cours non-endocrinien. C'est quoi un perturbateur endocrinien? C'est donc une substance qui agit sur nos hormones et donc les glandes. Ça, vous connaissez ça peut-être très bien. Je ne vais peut-être pas aller trop en détail sur le perturbateur endocrinien. Tout le monde connaît bien? Ok, on va aller un petit peu vite. Donc, en fait, c'est une substance qui modifie, qui mime, qui bloque, qui change un peu tout ce qui se passe au niveau de nos hormones. Donc, essentiellement, la thyroïde, mais aussi les pancréas, mais aussi nos hormones sexuelles, bien évidemment. Voilà. Alors, tout ça part toujours de l'observation, et surtout de l'observation animale. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de biologistes marins ou animaux dans cette histoire-là. Comme je vous l'ai dit, on s'est rendu compte qu'il y avait une baisse de fertilité chez les oiseaux, les poissons, les tortues, voilà, des oiseaux mâles qui devenaient femelles, des oiseaux mâles qui couvaient, des alligators femelles qui devenaient mâles, enfin voilà, tout un chantier qui a permis de donner lieu à cette notion de perturbateur endocrinien. Alors, bien sûr, on a fait le lien assez vite avec les cancers hormonodépendants chez l'humain, donc prostate, sein, thyroïde, testicule, vagin. Mais ce dont on s'est aperçu un peu plus tard, c'est que ces perturbateurs endocriniens, ils ont aussi une influence sur d'autres maladies chroniques, et notamment les troubles de la fertilité, l'obésité, les troubles neurologiques comme l'autisme ou les maladies dégénératives ou le TDAH, le diabète, les maladies auto-immunes, etc. Donc, vraiment, les perturbateurs endocriniens, c'est le fléau de notre époque. Où est-ce qu'on en trouve? Ça, c'est une infographie qui est issue du RES, Réseau Environnement Santé. Vous connaissez peut-être ça très bien. Mais on en trouve partout, puisqu'on est entouré de plastique et qu'on aime bien tous ces objets en plastique. Donc, il y a la famille des phtalates. Les phtalates, mesdames, mauvaise nouvelle. Tous nos maquillages contiennent des phtalates. Donc, notamment les vernis à ongles, donc tout ce qui est cosmétique, etc. Mais le plus important, c'est quand même les bouteilles en plastique, les produits d'entretien, les contenants alimentaires. Ce qui est grave pour nos bébés, c'est les jouets en plastique. Hein, donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites contre ça. Après, vous avez ce qu'on appelle les PFAS. Donc là, c'est par exemple les vêtements imperméables, les textiles en plastique. On reviendra un petit peu dessus aussi. Donc là aussi, c'est très important. Les poils anti-adhésives. Est-ce que vous avez vu le magnifique film Blackwater, Darkwater? Non, alors, regardez sur Netflix. Darkwater. Vous passerez une super bonne soirée. C'est vraiment l'histoire de comment on s'est rendu compte que des usines Tefal, Teflon, etc., aux États-Unis, empoisonnaient l'environnement de ces usines et rendaient malades notamment les troupeaux, les bêtes, mais aussi les hommes. Et c'est à partir de là qu'on a petit à petit pensé qu'il fallait mieux ne pas utiliser de poils avec des revêtements anti-adhésifs. Je ne sais pas si vous le faites ou si vous ne le faites pas, mais c'est important. Voilà, il y a plein d'autres choses, je ne vais pas aller en détail, juste peut-être l'exemple des bisphénols. Vous savez qu'ici, par exemple, le professeur Fénichel a beaucoup travaillé sur les bisphénols et il a été à l'origine du retrait des bisphénols A dans les biberons. Ça remonte à une quinzaine, 17 ans à peu près maintenant aujourd'hui. Malheureusement, les industriels l'ont remplacé par du bisphénol S, qui est largement aussi toxique que le bisphénol A, sauf qu'on n'a pas encore eu le temps de faire toutes les études. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée de voilà ce que c'est que les PFAS. Comment est-ce qu'on peut faire attention pour ne pas avoir de PFAS? On réfléchit sur nos habits, sur nos accessoires, sur les bouteilles. Là, par exemple, d'habitude, j'ai une gourde et je m'excuse. Et là, je l'ai cassée. Donc, j'ai demandé une bouteille d'eau, mais c'est vrai que ça me fend le cœur de boire de l'eau dans une bouteille en plastique. Mais je remercie quand même, parce que sinon, j'aurais trop souffert. Voilà. Mais excusez-moi, oui, pour les biberons, oui. On n'est pas obligé d'acheter des biberons en plastique. Mais bien sûr que non, madame. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a justement la recommandation qui est d'acheter des biberons plutôt en verre. En plus, des biberons en verre. Voilà, mais vous avez bien fait. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui prennent des biberons en plastique parce que c'est plus léger, ils ont peur que ce soit moins dangereux. Enfin, vous voyez, il y a un côté aussi, il va se casser, tout ça. C'est lourd. L'enfant, il ne prend pas le biberon tout seul. Hein, ah, bah si, dès qu'il a 7 euros, il prend son biberon tout seul. Moi, il n'a pas pris l'autre. Donc voilà un petit peu. Alors, il y a un sujet là, qui est un peu à la mode, vous le connaissez sans doute, on en parle beaucoup, c'est les micros et les nanoplastiques. Vous avez un peu entendu tout ce qui se fait sur les micros et les nanoplastiques. Donc, je vous détaille cette diapositive qui est en anglais, mais qui est très simple à comprendre et qui est super. D'où ça vient les micros et les nanoplastiques de notre environnement? C'est ici, cette colonne-là. Ben, il y a ceux qu'on ne produit pas exprès, c'est-à-dire c'est le freinage de nos voitures, c'est la dégradation des produits qu'on utilise, c'est quand on lave nos vêtements. La plupart de nos vêtements sont en plastique, vous le savez. Polyester, polymachin, tout ça, c'est du plastique.
Oui, oui, oui. Voilà. Il y a ceux qui sont faits délibérément, c'est-à-dire comment les industriels mettent des microplastiques dans les peintures, dans les fertilisants, dans les cosmétiques, parce que ça apporte du volume, c'est pas cher, donc du coup c'est très bien. Et puis il y a des microplastiques donc de plein de tailles, de plein de formes, etc. Le problème c'est qu'ils sont disséminés dans notre organisme. Par quoi? On les respire, on les ingère. Et au final, vous savez qu'aujourd'hui, on sait que globalement, on a l'équivalent d'une carte bleue de plastique dans notre corps. Vous avez entendu cette histoire-là. Et que comme on ne connaît pas ces molécules, qu'est-ce que ça fait dans notre corps? Notre corps, il n'est pas habitué à avoir du plastique. Donc, il réagit comme si c'était un étranger, un agresseur. Et donc, il fait une inflammation dans le corps, une inflammation de bas grade. Et en fonction de l'endroit où vous avez ingéré votre microplastique, vous allez faire une maladie inflammatoire. D'accord? Alors, on va faire un petit focus sur l'alimentation. Parce que l'alimentation, c'est quand même la base, comme nous disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament. Et donc, c'est aujourd'hui peut-être le meilleur moyen et le plus à la portée de tous de se protéger, c'est vraiment l'alimentation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bien se nourrir? Comme vous voyez, ce monsieur, il fait la cuisine. Ça, c'est vraiment important. Il mange du vert, c'est-à-dire il végétalise son alimentation. Du vrai, c'est-à-dire ce n'est pas des aliments ultra transformés, c'est du brut. Du varié, parce qu'il n'y a aucun aliment qui peut tout vous apporter, donc il faut vraiment varier. Donc ça, c'est le petit côté écolo, si possible en vrac, c'est bien. C'est vraiment important de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont dramatiques dans l'alimentation ultra transformée. Je vous les ai mis en rouge. Les gros éléments pointés du doigt pour détruire notre santé, ils sont au nombre de 6 ou 7. Il y a les 2 E, émulsifiants, édulcorants, donc surtout pas de Coca Light, de Soda Light, ça c'est terrible au niveau de la santé. C'est les conservateurs et les colorants, notamment chez les enfants, les colorants des bonbons. On a bien fait un lien entre les bonbons colorés et les TDAH. C'est le sucre, le sel et tout ce qui est raffiné. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les choses qui sont vraiment mauvaises pour la santé. Donc là, vous avez des recommandations. Ces fiches-là, elles sont extraites. Peut-être que vous connaissez ce document de l'URPS, PACA, qui a fait tout un petit fascicule comme ça sur les perturbateurs endocriniens. Très bien fait, que vous pouvez télécharger en ligne. Et vous avez là maintenant, il y a un certain nombre de diapos que je vais montrer. Comment ça s'appelle? C'est l'URPS, donc l'Union régionale des praticiens libéraux, qui a fait ce document sur les perturbateurs endocriniens. URPS. Là, il a l'air moins en forme, parce que, vous voyez, c'est quelqu'un qui cuisine avec surtout des aliments ultra transformés. Donc, vous voyez, des céréales toutes faites, des sodas, des chips, de la mayonnaise, voilà. Donc là, malheureusement, ce n'est pas forcément une alimentation extrêmement adéquate. Comment est-ce qu'on fait la cuisine, comme disait Madame tout à l'heure? Plutôt avec des matériaux nobles. L'inox, la fonte, la céramique, le verre, ça ne passe pas dans votre corps. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de faire une cuisine saine. Et puis, bien sûr, on évite le micro-ondes, enfin, on évite de réchauffer des choses au micro-ondes quand c'est un contenant plastique. Ça, c'est vraiment très, très mauvais pour la santé. Qu'est-ce qu'il faut manger, donc? Ici, on a la chance d'être dans une zone méditerranéenne et on a le meilleur régime au monde qui soit, un peu chauvin, c'est l'alimentation méditerranéenne. Donc, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, des céréales complètes, voilà, des choses que vous connaissez très bien. Un petit peu de poisson plutôt gras, le moins possible ensuite de produits laitiers et de viande, et vraiment le dimanche, que pour faire plaisir de temps en temps, un gâteau et une viande rouge. Ça vous va? Vous êtes content? Messieurs, là. D'habitude, les hommes sales. On dit qu'il faut manger 3 produits laitiers par jour. Eh bien non, c'est pas forcément la Ça, c'est en fait de la, on va dire, de la diététique académique qui ne repose pas sur grand-chose et qui est en fait aujourd'hui distribuée largue à manu. Vous avez des tas de... Les Japonais, ils boivent jamais de lait, par exemple. Ils ne sont pas pour autant... voilà. On n'a pas toujours les mêmes métabolismes, les mêmes enzymes, etc. Et on n'est pas obligé de manger 3 produits laitiers par jour. Il faut avoir un apport de calcium que vous pouvez trouver dans les noisettes, dans les noix, dans les poissons, enfin dans les légumes à feuilles vertes. SPF a fait quand même une affiche qui est très bien faite. Moi, je la mets dans mon bureau, je l'ai mis dans tous les bureaux de mes collègues, parce qu'en fait, elle explique vraiment les recommandations actuelles. Vous voyez, beaucoup de fruits et légumes, des légumes secs, protéines végétales, c'est très important. Les fruits à coque, on n'en mange pas assez des fruits à coque. Les noix, les noisettes, les amandes, c'est vraiment important. Le fait maison, bougelé, les aliments complets, un petit peu de poisson gras, pas trop, si possible des petits poissons gras, les sardines, les maquereaux, c'est très bien. Des bonnes huiles de première pression à foie,
Les produits laitiers suffisantes mais limitées, c'est écrit, c'est Santé publique France, hein, c'est pas moi. Hein. Okay. Des aliments de saison et si possible le bio. Ça vous paraît important le bio? Oui, ben oui. Hein, Nutrinet Santé a montré qu'on avait un risque de moins de 25% de développer un cancer à 5 ans si on mangeait plus de 70% de bio. Alors, il y a aussi le bio espagnol. Oui, Le je ne montre pas dans le bio. Non, mais c'est juste Un autre avantage, oui, c'est cher, c'est vrai. Il y a ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée. Oui, voilà, c'est vrai. Locale et raisonnée. Mais l'étude, elle a été faite avec le bio. Donc, je ne peux pas dire qu'avec l'agriculture raisonnée, il y a moins de maladies chroniques. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut aller vers quelque chose de plus respectueux de notre environnement et notre. Un autre avantage, c'est que votre assiette, elle va peser beaucoup moins lourd dans la balance CO2, donc dans l'impact climatique, si vous mangez plus végétal. Vous voyez, quelqu'un qui aime la viande, eh bien, en fait, son assiette, elle est responsable de beaucoup de production de CO2. On va regarder des échelles. Hein. En revanche, un végétarien, je ne vous dis pas d'être tous végétariens, mais c'est juste pour montrer une échelle. Eh bien, vous voyez que l'assiette végétarienne, elle est 50% de moins en termes de CO2 que l'assiette de quelqu'un qui mange de la viande. Donc, l'idée, c'est de végétaliser notre alimentation. Combien ça mange de viande un Français par kilo et par an? Beaucoup. Trop. Allez, dites-moi un petit chiffre. Par contre, diminue aussi au fil du temps. Hein. Pas comme ça. On diminue la viande rouge, mais on augmente la volaille. On y est, c'est normal, les oignons. 83 kilos. Alors, il y en a qui en mangent plus que moi. Alors que la moyenne mondiale, c'est 35. Ah ouais, ah oui. On peut faire des progrès, hein. S'il vous plaît, j'ai une petite question concernant les œufs. Parce que je voyais qu'ils étaient sur le même tableau que les fromages et tout ça. Je croyais que les œufs, c'était une bonne protéine. Les œufs, c'est une bonne source de protéines. Ça, cette pyramide, je n'ai pas insisté beaucoup parce que ça, c'est le régime méditerranéen. Donc, ils en ont pas forcément. Sur le même plan que les fromages et les Mais les œufs, c'est une bonne source de protéines. Donc, il y a une cohérence des messages. C'est ça qui est sympa, c'est que les messages santé et les messages environnementaux sont cohérents. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et qu'on sait aujourd'hui que s'alimenter comme ça, c'est bon sur tous les aspects. La psychonutrition, par exemple. Vous connaissez le terme psychonutrition, hein? Guillaume Font, là, qui est un psychiatre de Marseille, il fait énormément de vidéos YouTube, regardez-les, où il montre bien le lien entre ce qu'on mange et notre santé mentale. Hein, donc, lui, il insiste beaucoup sur les légumes, les fruits, les oméga-3, etc. Guillaume, comment, pardon? Guillaume Font, F-O-N-D. Voilà, il est tout à fait intéressant, il écrit plein de bouquins là-dessus, c'est super. Donc voilà un petit peu sur l'alimentation, avec un petit focus sur le sel, parce que les gens ne le savent pas toujours, ça, que maintenant il y a beaucoup d'études qui montrent l'impact du sel sur la mauvaise santé. Et notamment cette étude qui a été faite par un chercheur italien qui s'appelle Luca Semerano, qui nous a proposé de regarder cette diapo et de garder cette diapo. Il montre comment le sel favorise ce qu'on appelle le leaky gut, c'est-à-dire l'intestin perméable. Et que cet intestin perméable, vous savez que c'est la porte d'entrée aux lipopolysaccharides bactériens, c'est-à-dire à l'inflammation d'origine bactérienne, et donc la porte d'entrée à toutes les maladies chroniques, notamment inflammatoires intestinales, mais aussi rhumatologiques. Donc, levez la main sur le sel. Hein, il y a vraiment un lien entre sel, rhumatisme inflammatoire, maladie auto-immune. D'accord ? Alors, je vais faire un tout petit focus sur les pesticides parce que c'est un sujet d'actualité. Hein. Vous entendez aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui veulent une dérogation pour les néonicotinoïdes parce qu'ils disent que leur betterave, blablabla. Très bien. Mais l'INSERM a quand même fait un travail remarquable en 2022 pour bien montrer l'impact des pesticides sur la santé. Donc ça, c'est une photo pour ce qui concerne les adultes. Et dans cette colonne-là, vous avez les liens directs reconnus de liaison forte entre pesticides et maladies. Donc, vous avez les lymphomes, ce qu'on appelle les lymphomes myélomonoblastiques non-Hodgkiniens, les myélomes multiples, le cancer de la prostate. Qui c'est qui va parler du cancer de la prostate? C'est toi, Frédéric? Le cancer de la prostate et pesticides. Aux maladies neurologiques, Parkinson, troubles cognitifs. Maladies respiratoires, BPCO, bronchite, etc. Donc ça, c'est prouvé avec un fort lien. Mais vous avez aussi les leucémies, les tumeurs du sein, les tumeurs cérébrales, enfin plein de choses aussi qui ont été prouvées avec un lien un peu moins fort. Et vous avez un lien quand même statistique, mais un peu plus faible,
avec encore d'autres maladies. Donc vous voyez que c'est important et c'est pas que pour les agriculteurs, c'est aussi pour les riverains et c'est aussi pour la population générale, puisqu'il y a de plus en plus de pesticides dans l'eau. Et pour les enfants, eh bien on a montré aussi des liens forts entre l'exposition de la mère aux pesticides et la leucémie chez les enfants, les tumeurs cérébrales, les troubles du comportement, autistes par exemple, les problèmes voilà, d'altération des capacités, les malformations congénitales. Là, en ce moment, il y a une famille qui se bat aussi pour faire reconnaître le problème de malformation et d'exposition de la maman. Mais c'est très compliqué. Quand vous avez un enfant qui naît, on découvre qu'il a des problèmes de comportement peut-être à 3 ans. Comment voulez-vous parfois vous souvenir de l'exposition, du produit? Donc c'est pour ça que c'est une bataille et que c'est aujourd'hui, nous, à nous médecins, de sensibiliser toutes les personnes qu'on connaît à ça pour qu'on se souvienne, pour qu'on trace. Voilà. Un peu de cosmétique, mais rapidement, parce que j'en ai déjà un peu parlé pour les dames. Donc, essayez d'éviter tout ce qui est artificiel. Ouais, enfin, les femmes aujourd'hui, on voit que des jeunes femmes qui ont des ongles de 3 cm de long avec des couleurs incroyables. Voilà. Et ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est des phtalates, donc elles se mettent sur la cuticule des toxiques, les plastiques qui pénètrent dans leur organisme. Il faut vraiment essayer de ne pas faire ça. Donc, on essaie de choisir ces produits de beauté avec, si possible, pas de phtalate, pas de parabènes, pas de triclosan, pas de parfum. Pas de parfum. Alors, vous allez me dire, mais alors, ça veut dire quoi, pas de parfum? Je veux dire, j'ai plus le droit de me parfumer? Si, mais vous pouvez mettre le parfum plutôt sur votre vêtement, mais évitez de le mettre sur votre peau. D'accord? Donc, vous mettez le parfum sur votre vêtement. Et c'est écrit là, on vaporise le parfum sur les habits. Sinon, pour la beauté, des huiles végétales de bonne qualité, ça marche très bien pour hydrater la peau. On fait un petit focus sur l'air, la qualité de l'air. Hein, on en parle beaucoup de la qualité de l'air. Donc, il y a 2 qualités de l'air, celle qui est intérieure et celle qui est extérieure. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent la qualité de l'air intérieur, c'est la pire. Vous êtes d'accord avec ça? On dit. Je sais pas. Ça dépend. Ça Pas du tout. Alors, effectivement, madame, vous avez raison, il ne faut jamais trancher, c'est blanc ou c'est noir. Mais chez nous, en fait, non. Il y a des tas de pays où les femmes passent leur temps à cuisiner sur le four à bois, enfin sur le petit truc. Là, effectivement, la qualité de l'air intérieur, c'est très problématique. Mais en Occident, la plupart du temps, c'est plutôt l'air extérieur. Ceci dit, vous voyez, lui, le monsieur, il cumule beaucoup de choses. Il fume, il a mis de l'encens pour couvrir la fumée de cigarette, donc ça, c'est très toxique. Il a mis un appareil, là, je ne sais pas, encore un désodorisant en plus. Il a son chien qui a un collier antitique. Il a visiblement de la moquette, sinon ce ne serait pas bleu par terre. Et il fait de la peinture. Donc là, il cumule quand même beaucoup de choses qui sont des toxiques, on va dire, de l'intérieur. Notamment, on pourrait rajouter aussi, peut-être il a une petite table en formica, peut-être c'est pas très cher, et il y a des composés organiques volatiles dessus. Donc, vous voyez un petit peu tout ça, c'est comment l'air intérieur peut être pollué. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éviter de fumer, on essaie de ne pas mettre de parfum de type parfum d'ambiance. Ils sont très riches en composés qui sont des perturbateurs endocriniens, hein, les parfums d'ambiance. Hein. Donc, vraiment, on n'en met pas, mais pas d'encens et de machin comme ça. On essaye d'éviter les matières qui retiennent les poussières, donc plutôt du bois, plutôt du carrelage. On prend des meubles en deuxième main. On aère surtout sa maison 10 minutes matin et soir. Voilà, on essaye vraiment de mettre en place des choses assez simples et qui sont utiles. L'air extérieur, en revanche, surtout ici, vous savez que Nice est une des zones les plus polluées de France. Vous ne savez pas, je vous l'annonce, à cause des transports. Nous, on n'a pas trop d'industrie, on n'a pas trop d'agriculture, hein, c'est pas trop ça. Mais comme on a beaucoup de voitures, de bateaux, un peu d'écobuage, un aéroport urbain, des motos, 80 000 motos à Nice, hein, c'est le pays où il y a l'endroit où il y en a le plus, un incinérateur, etc. Donc, forcément, tout ça, ça peut avoir des conséquences sur la qualité de l'air. Donc, il faut essayer de ne pas participer à tout ça si possible. Hein, donc, en essayant d'éviter les voitures, en faisant du vélo, ça ne se fait pas écraser, de prendre le train, de moins prendre l'avion, de plus prendre l'avion. Enfin, voilà. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc, je vois que la dame n'est pas d'accord. Non, je suis d'accord, mais je suis d'accord, vous avez absolument raison. Non, mais Juste que c'est compliqué, selon le travail que l'on a, de ne pas prendre l'avion. Voilà. Mais on favorise le train, etc., évidemment. Mais ne pas. Il y a des choses qui peuvent s'appeler des conférences. En médecine, on a beaucoup travaillé là-dessus avec la Covid. On s'améliore d'ailleurs avec ça. Ouais. Hein,
Mais en tout cas, il ne faut pas négliger que notre quotidien, tout ce qu'on fait au quotidien, ça a un impact sur cette qualité de l'air. C'est ça qui est important. La pollution de l'air, en fait, c'est sans doute le polluant le plus mortel qui soit et on ne s'en rend pas compte parce que quand on respire, bah, on ne se rend pas compte que, tout à l'heure, on parlait de l'eau qui correspond à 80% de notre corps. On boit quoi? 1,5 litre d'eau par jour. Combien de litres d'air on respire? 15 000. 15 000 litres d'air par jour. Vous voyez, et les enfants, 18 000, parce qu'ils ont des petits poumons, ils respirent plus vite. Donc forcément, bah, tout ce qu'on respire, bah, ça participe à notre mauvaise santé. Donc on sait en gros qu'il y a à peu près 7 millions de décès qui sont dus à la pollution de l'air. Et là, il y a quelques années, on avait croisé un élu comme ça, je ne sais plus lequel d'ailleurs, et qui parlait de la pollution de l'air. Il disait, ah oui, 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 c'est catastrophique pour les poumons des vieilles personnes. Vous en pensez quoi, vous, de la qualité de l'air? Et ça donne quoi comme problématique de santé? L'asthme, tout ça. Problèmes pulmonaires, des cancers poumons. Vous voyez, vous avez dit quand même asthme, bronchite, cancer du poumon. Tout. Mais ce n'est pas ça la cause la plus importante de la pollution de l'air. C'est les maladies cardiovasculaires. C'est les infarctus et les AVC. Regardez, ici vous avez accident vasculaire, cardiopathie, et après, cancer du poumon, maladie respiratoire, asthme, etc. Le plus fréquent, le plus grave, le plus problématique, c'est les causes cardiovasculaires. Et comment ça se passe à votre avis, cette histoire-là? Eh bien, c'est que nos polluants ont changé. Les polluants d'avant, par exemple, dans l'histoire de Londres, là, en 1950, et des brouettes, le fog qui a tué 3000 personnes d'un coup, c'était plutôt du charbon avec de la brume londonienne, et ça a donné des grosses particules, et ça a touché les poumons des gens. Ils sont morts de problèmes respiratoires. Maintenant, on a des polluants qui ont changé. Ils deviennent de plus en plus fins. C'est des particules fines. Donc, les particules à 10 microns, à 2,5 microns, et même les particules ultra fines, inférieures à 0,1 micron. Donc, celles-là, on n'est même pas en capacité aujourd'hui de les peser, parce qu'elles sont tellement fines, elles sont tellement petites, qu'on n'arrive pas à les quantifier en termes de poids. On sait simplement qu'elles sont là et qu'elles sont importantes, et notamment véhiculées par l'aviation. L'aviation est un très grand pourvoyeur de PUF. Qu'est-ce qui se passe quand on a une PUF qui rentre dans notre organisme? PUF, c'est particules ultra fines. Elle est tellement petite qu'elle va passer dans notre poumon, puis ensuite les alvéoles respiratoires, ensuite la circulation, ensuite les artères, ensuite le cerveau, l'utérus, le machin. Donc ça va partout. OK? Donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des maladies qui sont liées à la pollution de l'air et qui sont en fait, par exemple, l'obésité. C'est pas intuitif de penser que l'obésité peut être en lien avec la pollution de l'air. Que les accouchements prématurés peuvent être en lien avec la pollution de l'air. Donc tout ça, c'est des choses qu'on découvre petit à petit. À Nice, on estime qu'il y a à peu près 500 morts prématurées par an de la pollution de l'air. Vous avez déjà vu des gens s'exciter parce qu'il y avait 500 morts par an de la pollution de l'air? Quand il y avait la Covid, 300 morts par an. On a tous été confinés chez nous, le masque, la vaccination, pas le droit de sortir. 500 morts par an de la pollution. Il y a quelqu'un qui a donné une interdiction aux voitures de circuler et aux avions de s'envoler? Non. Et pourquoi, à votre avis? Ah, ça. La Covid, on n'en a pas parlé d'économie. On a tout fermé. Voilà. Donc, le coût économique, en fait, il est possible, mais surtout, c'est que c'est l'anonymat. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité, nous, médecins, de donner un nom à celui qui va mourir en lien avec la pollution de l'air. Parce qu'on n'interroge pas les gens, nous, médecins. On ne dit pas, alors vous habitez où? À côté de la voie rapide? Où vous habitez où? Donc, il y a beaucoup de progrès qu'on doit faire par rapport à cette connaissance de l'exposition des gens, de leurs habitudes de vie. Pardonnez-moi, est-ce que le médecin a le temps de parler et d'évoquer? Parce que c'est ça aussi. Nous sommes sur de la santé publique. Donc, il y a un moment, vous avez raison, le médecin, il a beaucoup de travail et il n'a pas le temps. C'est pour ça qu'en même temps, c'est pour ça qu'en même temps que la médecine intégrative, à la fac, depuis 2 ans, on enseigne la médecine environnementale. Déjà pour aider les médecins à comprendre l'impact de l'environnement. Et ensuite, pour qu'on diffuse cette culture, comme on fait ce soir un peu partout, pour qu'il y ait d'autres agents de santé, par exemple des infirmières de pratique avancée, des infirmières azalées, des étudiants, etc., qui posent des questions et des applications. Et les médecins. Oui, les médecins. Les médecins aussi, vous faites des réunions comme ça? Bien sûr. Parce que c'est intéressant, c'est tout qui nous informe. Oui, tout à fait. Oui, madame. Excusez-moi, juste, vous dites quelque chose de très intéressant, parce qu'en fait, on se demande s'il y a une étude sociologique
connaître un peu les profils finalement de la population directement impactée. Je m'explique pour vous parler de ce bio. Moi, je suis assistante sociale. Le bio, moi tout de suite, je peux vous parler d'économie, je peux vous parler de budget. On a tous envie de bien manger, mais il y a aujourd'hui une population en France, bien sûr, qui ne peut pas manger bio. Je suis d'accord parce que la consommation d'une famille sur des fruits et légumes bio, c'est pas Alors, vous voyez, il y a pas de volonté, en fait. voilà, il n'y a pas de volonté politique. Politique, tout est politique. Hein, Michel Serres, il disait, manger est un acte biologique, politique et sacré. En fait, ça veut dire que quand on mange, c'est la politique. Donc, on est en fait sur pourquoi les gens n'arrivent pas à manger correctement. C'est pas qu'ils ont forcément envie que de manger des choses qui sont pas bonnes pour leur santé. C'est qu'ils n'ont pas forcément les moyens de manger bien pour leur santé. Mais tout ça, c'est politique. Nice est une ville très pauvre. Vous savez ça, 21% de pauvres. Enfin, ça a baissé un peu, je crois. 18% de pauvres. Paris, 14% de pauvres. Donc ici, on a les très riches et les très pauvres. Qu'est-ce qu'on fait pour les gens pauvres? Est-ce qu'on les aide vraiment à manger comme il faut? Je me pose la question, je ne sais pas. Il y a aussi un principe d'éducation. Oui, parce que quand on voit les caddies, les gens de classe populaire, souvent ils achètent des produits chers au kilo, parce qu'ils sont transformés. C'est des sodas. Mais ils ne sont pas chers, justement. Ah non, ils ne sont pas chers du tout. au kilo, quand on rapporte au kilo, un paquet de biscuits, ça coûte. L'eau est souvent presque plus cher que le soda. Donc, en fait, souvent, cette nourriture ultra transformée qui est très mauvaise pour la santé, elle n'est pas chère. Elle est souvent pas chère. Un paquet de biscuits nus, n'importe. Voilà, des courgettes bio. Alors, les études sociologiques vous diront que souvent, les personnes qui sont en précarité, bon, déjà, elles cumulent malheureusement toutes les maladies, c'est les plus malades. Voilà, bon, à l'hôpital, on les voit, c'est eux qui ont des mauvaises santé. Mais aussi, ils ont besoin aussi de pouvoir donner quelque chose de sympa à leurs enfants. Donc, effectivement, ce n'est pas une bonne éducation, mais malheureusement, c'est un Je rebondis sur l'éducation. Tout à fait, tout à fait. Le sucre qui réconforte. Tout à fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la pollution de l'air, c'est là qu'il y a le plus de nombre d'années de vie perdues. Ça, c'est important. Parce que quand vous fumez ou que vous buvez d'alcool, souvent, vous avez déjà au moins 15 ans. C'est rare que vous le fassiez à 7 ans ou 8 ans. Alors que respirer n'importe quoi quand vous êtes dans la poussette, ça c'est dès un mois que vous sortez de la maternité. Et donc en fait, vous avez déjà toute cette pollution qui s'accumule dans votre corps et le nombre d'années perdues est encore plus important. Excusez-moi, quand on dit qu'un enfant qui va 1 mois par an à la montagne ne sera pas malade, etc., est-ce que c'est une vue de l'esprit de nos grands-mères ou est-ce que réellement le fait manifestement d'y respirer mieux, c'est lié oui, je pense qu'effectivement, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, quand ils changent d'environnement, ils ressentent tout de suite une différence sur la respiration. Donc oui, aller respirer à la montagne, c'est plutôt une bonne chose. pour les enfants. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme polluant? Je ne vais pas insister là-dessus. Je vous ai déjà parlé des particules fines, des oxydes d'azote. Je dis juste un tout petit mot de l'ozone. Vous connaissez l'ozone, qui est un polluant qui est fabriqué notamment quand il fait très chaud. Et donc ici, on a beaucoup d'ozone. C'est particulier à notre région parce qu'on a un ensoleillement maximal. Et l'ozone, il est produit en conjonction avec les autres polluants. C'est-à-dire c'est un polluant secondaire. Il est fabriqué à partir des NO2 notamment, en association. Alors l'ozone, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne des problèmes irritatifs, mais ça donne aussi des arrêts cardiaques. Quand il y a des pics d'ozone, il y a beaucoup plus de gens qui arrivent aux urgences avec de l'arrêt cardiaque. Donc en fait, vous voyez qu'on est exposé à ce genre de choses. Voilà. Je ne vais pas non plus trop insister. Quelque chose de moins intuitif, mais vous avez dit que vous avez bien répondu à la question tout à l'heure, donc je suis un peu... c'est super, mais vous avez compris que la pollution pouvait donner aussi des maladies chroniques inflammatoires, rhumatismales. Et ça, c'est une belle étude, toujours de Luca Semerano, qui a montré au niveau de l'Italie, la botte italienne, là, il y a une région, vous voyez, Milan, Vérone, très, très industrielle. Énormément de pollution, la plaine du Pô, beaucoup de pollution. Eh bien, quand on regarde où se trouvent au niveau de la botte italienne les maladies auto-immunes, c'est là. Toujours rapporté, encore une fois, au nombre de population, à l'exposition, enfin, tout facteur de biais enlevé, bien évidemment. Donc, en fait, il a vraiment corrélé les rhumatismes aux données de PM10 et de PM2,5. Donc ça, c'est important. Vous voyez que la lutte contre la pollution de l'air, c'est un problème de santé publique. Toutes nos maladies sont impactées par la santé de l'air. Donc, il faut qu'on soit très attentif à ça. C'est toujours la même étude, donc je ne vais pas trop détailler, sinon ça prend un petit peu.
Voilà, ça c'était pour la qualité de l'air. Est-ce que vous avez une question sur la qualité de l'air, peut-être que je n'ai pas abordée? Oui, excusez-moi, par rapport à Nice, parce que je suis quand même étonnée de savoir que c'est la ville la plus polluée. Non, pas la ville la plus polluée. Enfin, Une des Paris, villes. une des villes. À Paris, c'est Voilà. L'ouverture sur la mer, je pensais que c'était quelque chose qui pouvait chasser un peu les polluants, comparé à une cuvette comme Grenoble. Voilà, est-ce que ça, c'est... Bien sûr que nous, on a quand même un certain nombre de paramètres, mais on n'a pas autant de vent que, par exemple, un peu plus vers PACA. Et puis, on a quand même les barrières des montagnes. Et donc, en fait, on a ces facteurs et surtout, on a beaucoup, beaucoup de transport. Oui, C'est ça la problématique, c'est qu'on a énormément de transport. Vous voyez? Donc, en fait, oui, Nice est une ville polluée. Peut-être vous avez l'application Roco Santé. Vous pouvez la télécharger sur vos téléphones. Roco Santé, elle vous donne la qualité de l'air tous les jours ici à Nice. Ben, tous les jours, c'est marqué médiocre. Hein. Tous les jours. Vous regarderez si vous voulez, mais c'est évalué. Et puis Atmosud fait des tas de relevés. Et qu'est-ce qu'il nous dit Atmosud? Qu'on a x3 les normes recommandées par les lignes directrices de l'OMS. x3. c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je pense que l'idée, c'est un peu l'intelligence collective. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, s'en rendre compte, le savoir. Ensuite, bien sûr qu'on va toujours faire poser la problématique sur le comportement individuel. Madame, voilà, vous laissez votre voiture de côté, je rigole, hein, voilà. Mais après, voilà, ce qu'il faut après, c'est effectivement aller vers des demandes de citoyens. Il y a des combats qui sont menés ici à Nice contre l'extension de l'aéroport, par exemple. Voilà, qui c'est qui combat? C'est important, hein, il n'y a que ça qu'on peut faire. Docteur, si on suit ce raisonnement, il faut éviter de faire du sport, alors. Non. Parce que si on fait du sport, on respire beaucoup plus. Tout à fait, monsieur. Vous avez tout à fait, c'est une question très importante qui a d'ailleurs été soulevée par certains de mes collègues qui ont fait un peu des travaux de recherche là-dessus, un projet qui s'appelle NUSE, en essayant de déterminer quelles sont les heures auxquelles c'est le plus logique d'aller faire son footing. Donc, bien sûr, il faut éviter de faire son footing entre 8h et 10h le matin. Ça, il ne faut pas, parce que toutes les voitures sont sur la promenade des Anglais. Mais après, il faut essayer de trouver l'heure où il y a moins de circulation pour que vous puissiez faire votre footing. Et vous avez quand même toujours un bénéfice supplémentaire à faire du sport que de rester sur votre canapé, fait d'être fermé, à ne pas en faire. Donc, faites du sport, mais plutôt, voilà, en milieu, on va dire 14-15 heures, c'est pas mal. Il faut choisir les enfants entre 17h30 et 20h. Voilà, là, il faut éviter aussi. Hein. Donc, essayez de trouver l'heure qui va bien. Je ne vais pas insister trop sur le bricolage, le ménage et le jardinage, mais quand même, dans tous les produits de ménage qu'on achète, si vous tournez la bouteille, il y a toujours des logos. Alors, regardez un peu les logos, ils sont très informatifs. Quand vous voyez une tête de mort, déjà que essayez d'éviter d'acheter le produit, vous voyez. Vous pouvez sûrement trouver autre chose. Aujourd'hui, il y a des tas de produits pour faire le ménage qui sont très efficaces, comme le vinaigre blanc, le savon noir, le bicarbonate, et ça ne coûte pas cher. Donc, vraiment, il faut essayer d'aller vers ça. Évitez les prises anti-moustiques, évitez les bombes. Insecticides, dès qu'il y a un aérosol, c'est très mauvais. Évitez les produits avec beaucoup d'odeur, les parfums intérieurs. Tout ça, c'est important. Et pour les dames qui adorent le ménage, parce que moi, je passe mon temps aussi à leur poser la question, surtout, n'utilisez jamais de biocides à la maison. Javel, par exemple, tous les produits dont on vous dit qu'ils sont antibactériens. Les bactéries sont nos amis, donc vous nettoyez et vous ne désinfectez pas. D'accord? Donc, pas de biocides qui vont modifier le microbiote de la Terre. Vous savez qu'on parle aujourd'hui de l'anthropocène, c'est comment les hommes ont modifié le climat. Mais les infectiologues, ils parlent du microbiocène, c'est comment le microbiote de la Terre, il a été changé par toutes nos habitudes. Hein. Donc ça, c'est très important, parce que notre microbiote de la Terre en a besoin. Je suis enceinte, j'allaite. Alors les femmes enceintes, ça doit être des temples. On le sait déjà, mais globalement, il faut vraiment qu'elles ne fassent pas de coloration des cheveux, qu'elles se maquillent avec des choses très délabellisées, qu'elles prennent des... Voilà, tous ces produits-là, c'est super important. De toute façon, je pense que vous aurez les diapos. Mais il faut vraiment être très attentif quand on est enceinte à utiliser que des produits sécurisés pour l'enfant, puisqu'on a vu que c'était pendant cette période-là. Et pareil pour le bébé. Le bébé, comme on l'a dit, on ne réchauffe pas le biberon au micro-ondes, on essaie de prendre un biberon en verre. On fait attention aux tétines, hein, pour qu'elles soient pas... Il y a plein de gosses qui ont toujours la tétine dans la bouche. Finalement, un bébé qui est... Alors, encore une fois, je ne dis rien contre les mamans qui ne peuvent pas allaiter, hein, mais si un bébé naît et que tout de suite on lui donne un lait maternisé, c'est quoi? C'est un aliment ultra transformé, il faut quand même l'avoir en tête. Hein. Donc, le pauvre gamin, il naît et tout de suite, on lui file un produit industriel. Si on peut,
on essaie d'allaiter son bébé, et si on peut pas, mais les habits, le change, voilà, il y a plein de choses comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur les maternités pour qu'on ait des jouets labellisés, du bois, des couches bio, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, notamment dans la métropole, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, oui. Je suis vraiment désolée parce que j'aurais bien aimé vous rencontrer à Biarritz. Parce que moi, j'ai j'ai deux enfants. Moi aussi, vraiment, j'ai une remarque. Voilà, je me sens hyper coupable. Je l'ai dit au début, hein. Ça va pas être facile, hein. J'ai prévenu, hein. Avec les enfants. D'un point de vue individuel, on peut agir, mais il y a aussi tous les grands groupes industriels. Moi, je ne suis pas responsable que Total, et j'ai beau crier à l'ignominie, ils n'en ont rien à faire, ils continueront. Voilà, j'aurais aimé savoir que je ne devais pas lui donner de biberon au cas C'est ça. et que je le lait maternel. Alors, c'est des données qui sont relativement récentes, hein. C'est-à-dire qu'en fait, les... transmettre à mes enfants quelque chose. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment là, on a dit, excusez-moi, là, waouh, je n'ai fait que des conneries, ma mère peut-être a fait des conneries, voilà. Et donc, si je suis là ici, c'est que peut-être, voilà, c'est assez... C'est anxiogène. C'est pour ça que j'ai dit, c'est anxiogène. Mais on ne peut pas non plus ne pas signaler qu'il y a aujourd'hui des liens qui sont Les faits. médecins ne vous le disent pas, madame. Alors, il y a un moment C'est donné, une- je veux dire, je vous ai dit quand ils le savent. Pourquoi ces médecins? Personne ne nous le dit. Ouais. Donc, si vous voulez, et à un moment donné, personne ne nous dit, pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça. À chaque fois, Alors, vous l'avez bien de compris. la maternité qu'on sort avec le truc, Comme vous l'avez bien compris, ben moi aussi, j'ai fait pareil, hein. Je veux dire, j'ai des enfants qui ont 30 ans, je fais pareil. Voilà, tous les gens qui sont là, on fait pareil. Il y a aujourd'hui des connaissances qui sont relativement récentes, mais qui méritent d'être partagées, parce que l'idée, c'est quand même qu'on fasse attention à ne pas continuer, et qui peuvent expliquer surtout un état de santé dont je vais parler un peu plus tard, qui est la dégradation de notre état de santé. Donc l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de disséminer des informations pour qu'on essaye de faire différemment. Mais c'est le modèle industriel, c'est la ménagère américaine, tout le monde avait ça, j'ai des tas de machines, je fais ça, enfin voilà, c'est la consommation, c'est tout ce qu'on a vécu dans les 30 Glorieuses. On n'est pas responsable. Parce que il y a un petit discours là qui est un peu, voilà, un combat, un truc. C'est notre combat à l'heure actuelle, c'est la maladie, c'est pas, voilà. C'est assez, voilà. Enfin, moi, je dis, je m'exprime. Bien sûr, mais vous avez raison de vous exprimer. Mais j'étais sûre, voilà, je suis sûre que c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, mais on ne peut pas faire l'impasse de ne pas discuter de ça et de ne pas l'expliquer. Voilà. Surtout que j'avais commencé Nos petits-enfants, puis on a fait des erreurs avec nos enfants, Ouais. pour nos petits-enfants. Voilà. Parce que vous avez pas commencé l'exposé en disant que nos comportements ne sont pas libres. Ouais. Je pense que ça, c'est important de le dire. Et il y a quand même eu une période où on a valorisé l'allaitement un bébé et on expliquait aux femmes que c'était mal d'allaiter. Exactement. Voilà. C'est quand même les enfants je ne sais pas, ben bon, allez hop, on passe au lait maternisé. Là, vous êtes en train de me dire que j'ai fait des. Voilà. Oui, mais parce qu'à l'époque, on était Dans un médecin, Et tu t'entends à l'école, à la cantine, il y avait du vin sur la table. Hein. Donc, Bébé, alors. Problème des couches pour bébés qui peuvent avoir des produits aussi qui ne sont pas forcément très bons dans les couches. On a montré, je suis désolée de vous dire ça, mais on a montré que dans les protections périodiques féminines, il y avait des dioxines, il y avait des produits qui favorisaient l'endométriose. C'est pas de ma faute. Malheureusement, il vaut mieux aujourd'hui dire à ces filles, prends des culottes de règles, mets des choses qui ne sont pas des produits potentiellement toxiques. C'est la réalité industrielle. Donc, il faut quand même le savoir et Les faire en couches sorte pour de se bébé, c'est protéger. pareil, parce que pas mal d'entre eux, c'était très pratique. Et Bien sûr. moi, j'ai lavé les langes en tout temps. Hein. ma fille, elle est revenue avec des choses lavables. Elle a mis J'ai lavé les. Mais c'est pas intéressant, vous l'avez dit, c'est l'intelligence collective. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, cette intelligence collective, il faut d'abord le savoir. Bien sûr. Donc, c'est un premier pas. Bien sûr. Après, évidemment, c'est anxiogène, mais on peut regarder aussi le côté positif. C'est justement qu'est-ce qu'on peut changer. Alors, on va voir, soyez tranquille, on va essayer de voir quand même des solutions, parce qu'il y a quand même des solutions.
En tout cas, ce que je voulais vraiment dire, insister, c'était la bulle des 1000 jours. Hein, vous avez tous entendu parler de cette façon qu'on a aujourd'hui de dire l'enfant, c'est les 3 premières années, la première année dans le ventre de sa maman, les 2 autres années où il se construit, on construit sa santé, c'est vraiment la bulle des 1000 jours. Donc, on est vraiment hyper attentif à ce petit enfant pour le protéger de la plupart des choses. OK ? Alors, la santé des enfants, malheureusement, elle ne va pas bien. Encore une fois, je suis désolée de donner ces mauvaises nouvelles, mais elle ne va pas bien. L'hôpital Lanval, on avait ce matin un staff avec le docteur Hervéas, qui est un pédiatre, et qui nous a dit, moi, il y a 30 ans, je voyais un diabète par mois chez l'enfant. Aujourd'hui, j'en vois 2 par semaine. C'est quand même un problème, d'accord? Autant que je sache, il vaut mieux quand même ne pas avoir d'enfant avec un diabète. Et il nous a dit la même chose pour les maladies inflammatoires intestinales, les Mickey, les Crohn, les rectocolites hémorragiques. C'est malheureusement le lot de beaucoup aujourd'hui de pédiatres d'en voir plusieurs fois par semaine. Donc, on est dans une société où on a malheureusement des enfants qui vont pas bien. La société de ces enfants, la santé de ces enfants, c'est aussi les allergies, les troubles du développement, l'inactivité physique, l'alimentation qu'on leur donne, puis les écrans. Moi, je prends assez souvent le bus et je vois tout le temps dans les bus des mamans qui regardent leur téléphone alors que leur bébé est à côté d'elles. Ah bah oui, je Mais fais tout le temps. Si elles ne donnent pas leur téléphone à leur bébé. Voilà. Donc, il y a quand même un vrai problème avec ces écrans. Je veux dire, les gens ne se rendent pas compte de comment est-ce que ça modifie les rapports humains. On ne se regarde plus, on ne se parle plus. On ne fait plus que les choses sur notre téléphone. Voilà. Donc, les parents vont essayer de donner l'exemple. Mais les enfants et les écrans, bah, ça donne des troubles visuels. Vous avez remarqué que beaucoup d'enfants maintenant ont des lunettes, beaucoup plus qu'avant. Parce qu'ils ne regardent pas au loin, ils regardent que leur écran. Donc, leur vision est... Donc, ils ont des troubles visuels, ils ne savent pas parler parce qu'ils parlent à leur téléphone, ils ne savent pas écrire, ils ont des développements psychomoteurs qui ne sont pas bien, ils n'ont pas d'attention, ils apprennent moins bien. Bref, notre QI diminue, vous le savez déjà, mais ce n'est pas... Oui, mais quand vous le dites aux parents, oui. Puis après, moi j'ai une amie, son petit-fils a 2 ans, je lui avais dit attention, l'écran, les téléphones. Mais le petit, chaque fois que j'y vais sur le téléphone, son grand-père. Ouais, docteur, je pense que tous ces problèmes-là, ça vient du consommateur. Parce que l'industriel fabrique ce que le consommateur a envie de... Non, c'est pas les consommateurs. C'est à la publicité et à la pression sociale. C'est quelqu'un qui l'a inventé. Donc, c'est une publicité et pression sociale. C'est tout. Publicité et pression sociale. Il le fabrique parce qu'il y a de la demande derrière. Non, mais c'est la demande parce que ça a été Alors, je vous fais 2 petites diapos sur l'infectiologie parce que c'est important d'avoir en tête cette histoire d'une seule santé. La santé humaine, la santé animale, la santé environnementale, tout ça, c'est lié. Et notamment, vous savez qu'aujourd'hui, les maladies infectieuses qui arrivent, qui sont des nouvelles maladies infectieuses qu'on ne connaissait pas, la plupart du temps, ce sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui sont transmises par l'animal. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne laisse plus leur espace de vie aux animaux sauvages ou parce qu'on modifie tellement les conditions de vie des animaux et des bétails que voilà, ça donne des maladies. Donc, on est vraiment dans cette problématique-là des zoonoses. Puis après, il y a plein de choses que je ne vais pas trop vous détailler. Mais vous voyez que toutes ces maladies-là, que ce soit le VIH, la Covid, le Lyme, tuberculose, chikungunya, dengue, paludisme, etc., tout ça, ça vient de l'animal. Donc, nos sociétés, elles sont façonnées par les maladies animales, sans doute plus que par les guerres. C'est vraiment des choses qui sont importantes. L'évolution des modifications climatiques, ici, par exemple, ça va donner lieu à ce qu'on ait de plus en plus d'arboviroses, de dengue, de chikungunya, autochtones, c'est-à-dire ce n'est pas les voyageurs qui vont nous le rapporter, c'est les moustiques d'ici qui vont avoir la possibilité de nous les transmettre. D'accord? Donc ça va changer. Donc les modifications climatiques, ça donne quoi en termes de santé? Ça donne quoi en termes d'exposome? Eh bien, ça va donner plus de pollution, plus de chaleur, plus de montée des eaux, plus d'événements, on va dire des événements extrêmes, notamment les grosses tempêtes, etc. Ça, c'est en lien avec les réchauffement climatique. Et sur la santé, ça va donner des blessures, des maladies reliées à la chaleur, des problématiques pulmonaires, des diarrhées parce que les microbes aiment bien l'eau chaude,
des problèmes de santé mentale, des migrations, etc. Donc on est dans une situation où malheureusement les modifications climatiques vont amener un exposome infectieux différent. Les médicaments, j'ai presque fini, hein. Les médicaments, là aussi, on en prend beaucoup trop. Et les médicaments, c'est un exposome. C'est-à-dire que si on s'expose aux médicaments, on a des conséquences de cette prise de médicaments. Donc, on en consomme trop, on en consomme trop. Il y a des médicaments qui sont très perturbateurs endocriniens, nos hormones, hein, les pilules et compagnie. Le paracétamol, c'est aussi, attention, hein, c'est un petit perturbateur endocrinien. Vous savez que beaucoup de médicaments sont enrobés de dioxyde de titane, qui sont malheureusement des nanoparticules qui diffusent partout et qui sont interdits dans les denrées alimentaires, mais encore permis autour des médicaments. Vous avez les fameux inhibiteurs de la pompe à protons que tout le monde prend au long cours, alors qu'il faudrait les prendre il y a 15 jours, un mois, etc. Les compléments alimentaires, voilà. On a une médecine où on donne trop de médicaments et qui sont des médicaments alimentaires aussi. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, hein, souvent. Complément alimentaire, c'est pas parce qu'on vous vend du rêve que le rêve est vraiment dans la boîte. Oui, exactement. C'est bien résumé. Mais rassurez-vous, il y a aussi un exposome positif. L'exposome positif, c'est comment on peut, par des pratiques diverses et variées, diminuer notre stress, les hormones du stress, leur production, améliorer notre microbiote, favoriser l'épigénétique de bonne qualité. Il y a bien sûr, c'est l'activité physique, c'est la création artistique, c'est la nature, c'est la convivialité, c'est les animaux, c'est la musique, c'est le calme. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on vous fait à l'Institut Mozart d'ailleurs, c'est l'exposome positif. Et sûrement que si dans notre quotidien, on a la possibilité de faire ça, plus une alimentation de bonne qualité, c'est bien. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, nous les médecins, il est sympa. Hein, nous, les médecins, on est un peu comme une poule qui a trouvé je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait pas grand-chose et on ne sait pas comment aborder ça avec nos patients aussi. Parce que, encore une fois, si le patient il nous dit « oui, j'habite sous la voie rapide », bon, alors madame, il faut déménager. Hein. C'est pas très pratique. Hein, on est d'accord, ce n'est pas hyper pratique. Donc, il faut pour l'instant que les médecins arrivent à s'approprier un certain nombre de choses pour pouvoir exprimer les choses de façon voilà, on va dire un petit peu constructive, et aussi tracer. C'est ça qui est important. Et pour tracer, il faut questionner. Parce qu'effectivement, quand vous allez voir le docteur, il vous demande qu'est-ce que vous fumez. Ça, vous avez toujours droit. Il vous demande qu'est-ce que vous buvez. Mais il ne vous demande pas si vous habitez à Nice. Vous voyez, là, j'ai mis une photo où Nice, un jour, était bien polluée. Ou il ne vous demande pas si vous vous êtes défrisé les cheveux, parce que vous avez fait qu'on a fait des liens entre les produits défrisants et les cancers du sein. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se défrisent les cheveux en compagnie. Voilà. Donc, il vous pose pas cette question, le pauvre. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Donc, en fait, pour pouvoir améliorer les choses, il y a des projets de recherche qui sont faits. Et nous, au CHU Nice, on est en train de fabriquer une application qui va s'appeler Exposome ExpoClick, qui va permettre de faire un questionnaire un peu large. Hein. On ne peut pas poser des questions sur tout, hein, mais global, un peu sur l'alimentation, les cosmétiques, votre métier, votre sommeil, si vous êtes heureux, enfin voilà, plein de choses. Et essayer de vous orienter ensuite, en fonction de vos réponses, vers de la prévention ciblée. Voilà, ça c'est constructif. Ça c'est positif. Alors, on va aussi essayer... Oui, pardon. Vous savez, même les gens, vous leur dites que, par exemple, la cigarette, c'est pas bon. Il y a une quinzaine d'années, le soir, avant les informations, il est apparu un écran noir à la télé, et puis écrit dessus, ce produit contient ça, 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 ça. C'était tout des trucs... Oui. Et après, on ne vous disait pas ce que c'était. Oui. Vous saviez qu'après ce que c'était. Ben, les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, c'est que la cigarette. C'est pas grave. Ils ont continué à fumer. Alors, c'est vrai, vous avez raison, mais d'un autre côté, quand même, la consommation de cigarettes, elle diminue. Pas assez, hein, mais on a quand même passé de 50% de fumeurs dans les années 60, aujourd'hui à 25% en France, et en Angleterre, ils sont à 11%, hein, oui, parce qu'ils ont vraiment pris des mesures. Les gens, même si vous leur expliquez que ce soit ça ou que ce soit autre chose, oui. Mais il y a quand même moins. Continue quand même. Vous avez raison, mais vous voyez, il y a quand même un peu de progrès. Hein, il y a du gros travail à faire. Alors, on peut étudier l'exposome, soit par exemple par des questionnaires, c'est ce qu'on va faire, soit par des cartographies, hein, Atmosud par exemple, qui vous donne des cartographies de la pollution, soit par des codes barres, où on met un peu tout ce qu'il y a dedans, soit par l'analyse de votre pipi, par exemple, ou de vos cheveux, où il y a beaucoup de marqueurs de la pollution.
soit par des outils connectés. Enfin, aujourd'hui, il commence à y avoir pas mal de choses pour étudier l'exposome, des bracelets pour recueillir les phtalates. Voilà. Donc, ça va se démocratiser, on va pouvoir faire des choses un peu. Et finalement, une des solutions, eh ben, c'est un peu ce qu'on vous fait ici dans l'Institut Mozart, c'est la médecine intégrative et la santé intégrative. C'est quoi la médecine intégrative? C'est d'associer à la médecine conventionnelle, tout ce qu'on vous fait habituellement, toutes ces pratiques ou tous ces modes d'hygiène de vie qu'on a vus qui sont fondamentaux pour essayer de conserver une bonne santé ou pour aller mieux. On va les revoir rapidement, mais finalement, ce qu'on essaye, c'est de passer d'une prise en charge centrée sur un organe, une maladie, j'ai un cancer de la vessie, par exemple, à une patiente, un patient qui a cette maladie dans le contexte de toutes ces problématiques biopsychosociales, donc vraiment quelque chose de très large, avec des interventions non médicamenteuses, tout en étant très attentif à ce niveau une seule santé qui concerne surtout la médecine environnementale, et tout en se préoccupant des ressources, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on a une médecine de riches, c'est-à-dire qu'on consomme beaucoup de médicaments, beaucoup d'examens, beaucoup de trucs, on gaspille, etc., et ça ne va pas durer. Autre mauvaise nouvelle. Donc, il va falloir que peut-être on s'intéresse plus à la prévention pour éviter de dépasser les limites planétaires qu'on a déjà dépassées. C'est la dernière diapo, je crois. Donc, on est quand même beaucoup dans la dissonance cognitive. Dissonance cognitive, ça veut dire je sais tout ça. Je suis sûre que vous savez beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je le mets en application dans mon quotidien? Alors, il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais c'est des balivernes ce que vous racontez. Regardez, les gens, ils meurent de plus en plus tard. Déjà, ce n'est pas vrai. L'espérance de vie, elle régresse dans les pays occidentaux, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Ensuite, à quel prix? Aujourd'hui, dès l'âge de 50-60 ans, on a une maladie chronique. Et quand on en a 80, on a une ordonnance qui est longue comme un drap de lit. Donc, OK, on vit, mais on a quand même beaucoup de support de l'industrie pharmaceutique. Ce qu'il y a aussi, c'est que, comme on disait à madame, il ne faut pas se culpabiliser. Tout ça, on le connaît depuis peu de temps. Ça fait quoi, une dizaine d'années qu'on connaît ça. Nos enfants ont 30 ans. Malheureusement, on a fait comme ça se faisait à l'époque. Donc, il ne faut pas se sentir coupable. Il faut penser qu'aujourd'hui, il faut protéger nos enfants, nos petits-enfants. Il ne faut pas se sentir coupable. Donc, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on intègre toutes ces données environnementales au sein des politiques publiques. Moi, je dis toujours, les médecins d'aujourd'hui, c'est les politiques. C'est eux qui vont permettre d'arrêter les pesticides, de limiter la pollution, de limiter le trafic, de mettre des trains, etc., etc. En effet, améliorer le traitement des cancers et des maladies chroniques, mais les prévenir, c'est mieux. D'accord? Hein? Bon. Et si on veut prévenir, il faut vraiment qu'on s'intéresse à la prévention. Donc, le plus important, c'est la petite enfance. Si vraiment on avait tout notre argent à mettre quelque part, je pense que ça pourrait être vraiment sur la petite enfance, à la fois dans la parentalité, c'est-à-dire le côté psychologique, et dans l'encadrement physique de l'enfant. Ça, pour moi, c'est vraiment très important. Et finalement, on pourrait dire ici, par exemple, qui est prêt à changer son mode de vie? Ne répondez pas, hein, si vous voulez pas. C'est une question. Et donc, moi, ce qui me paraît important, c'est le plaidoyer pour une prévention universelle. À l'hôpital, je vois bien, on est éduqué. Moi, je suis infectiologue, il y a des urologues, il y a des néphrologues, il y a des cardiologues. Tout ça, ça travaille en silo, c'est-à-dire qu'on a des spécialités qui sont séparées les unes des autres, alors que les maladies, elles ont toutes la même origine, vous l'avez vu. C'est microbiote, épigénétique, axe psycho-hormono-immunologique et toxique. Donc, il faut faire une prévention universelle. Il faut que tout le monde se mette d'accord et qu'on mette les moyens sur, et là, il n'y a personne de l'ARS, mais c'est dommage, parce que l'ARS finance ce qu'on appelle des ETP. Or, les ETP, c'est toujours pour un patient, c'est-à-dire le diabétique ou le machin ou le truc. Non, aujourd'hui, il faut faire des ETP transversaux. Il faut que la prévention soit universelle. Ici, vous avez des soins de support, vous avez été des pionniers dans le cancer par rapport à tous ces soins, on va dire, de maladies intégratives. Donc, c'est très bien. Et ici, on doit garder un truc, c'est vraiment le trépied, c'est la nutrition, la lutte contre les pollutions et la santé mentale. Le respect de soi et du vivant. Je veux dire, on est dans une société où on ne respecte pas le vivant, parce que le microbiote de la Terre, il a tellement évolué, il a tellement changé qu'on ne reconnaît plus grand-chose. Et donc, le mot de la fin, c'est que tout ce que vous faites bien pour votre santé, ce sera bien pour l'environnement. Ça, c'est génial parce qu'en fait, c'est cohérent. Si je m'alimente mieux, ça veut dire que je prendrai des produits de qualité. Donc, ce n'est pas de l'ultra transformé. Donc, c'est un bon producteur qui fait soit du raisonné, soit du bio. Donc, ce que je fais de bien pour moi, c'est bon pour l'environnement. Et ça, c'est vraiment génial parce que je trouve que là, on est sur la cohérence. Et le mot cohérence, c'est vraiment très, très important.
Et voilà, et je suis à votre disposition si encore quelques